Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, une question: comment concilier la liberté de conscience, l'égalité des citoyens et la neutralité de l'État dans des sociétés marquées par une diversité religieuse constante? Une réponse s'impose: s'arranger pour que l'État soit laïque. Mais qu'est-ce que la laïcité? Deux pays voisins, et pourtant très proches culturellement, ne s'accordent déjà pas. En France, la laïcité repose sur une séparation stricte entre l'État et les religions, garantissant une neutralité qui encadre l'expression religieuse dans les espaces publics. En Belgique, au contraire, la laïcité s'articule autour de la reconnaissance et du financement des cultes, incluant également la laïcité philosophique. Alors que faire ? Alors que les débats sur les signes religieux, le rôle des religions dans l'éducation ou encore la place de la religion dans l'espace public se multiplient, faut-il défendre la laïcité, la réinventer ou repenser sa définition pour mieux répondre aux défis contemporains? C'est de cette question centrale dont nous allons débattre avec mes deux invités. Professeur Catherine Kinsler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur honoraire à l'Université de Lille. Et professeur Jean Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université catholique de Louvain, vous êtes membre de l'Académie royale de Belgique et vous êtes également membre du Centre d'action laïque. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Alors, j'ai commencé un peu à faire une sorte de lancement de problématiques, etc. Mais j'aimerais que l'un et l'autre, vous nous proposiez votre définition de la laïcité. C'est quoi la laïcité pour vous? Bien, écoutez, Catherine Kinsler. La laïcité, telle que nous la pratiquons en République française, c'est un dispositif politique et juridique. Il repose sur une idée très simple, c'est que la puissance publique, alors bon, pas seulement l'administration, l'État, mais la capacité de faire des lois, n'a pas besoin d'une référence qui lui serait extérieure. Elle n'a pas besoin d'une transcendance. Ça ne veut pas dire qu'on la refuse, mais on n'en a pas besoin. On en fait l'économie. Et donc, ça donne ce que j'appelle une sorte d'espace zéro. C'est comme dans un système de numération. Vous devez avoir un espace zéro pour pouvoir compter, pour pouvoir décompter les autres positions. Donc la puissance publique s'installe sur cet espace zéro. On n'en a pas besoin. C'est un minimalisme en quelque sorte. Et elle va appliquer ce qu'on appelle le principe de laïcité, elle va se l'appliquer à elle-même, à tout ce qui dépend d'elle-même de manière directe, ce qui participe d'elle, et non pas seulement à elle, mais ce qui participe d'elle, ce qui est de son essence, les magistrats, la loi, les fonctionnaires, les agents publics, etc. Et là, nous aurons une abstention. On ne parle pas, on ne fait aucune allusion à une quelconque croyance ou incroyance. Ou incroyance. Il n'y a pas de doctrine officielle d'État, ni de reconnaissance. Mais bien entendu, dans le domaine de la société civile, partout ailleurs, eh bien, c'est la liberté qui s'applique dans le cadre du droit commun. On oublie toujours que le principe de laïcité, c'est une partie du régime de laïcité, qui repose sur cette dualité. Donc, les croyances, les religions sont parfaitement libres dans le cadre du droit commun. Et par conséquent, l'État, cette neutralité de l'État, c'est pas seulement une neutralité, c'est pas seulement une énumération. L'État ne va pas se livrer à une énumération des différentes positions. Non, il se cantonne sur sa position zéro et les différentes positions philosophiques vont prendre place dans l'ordre du droit commun. C'est un petit peu comme cet espace zéro, j'appelle ça aussi un espace non saturé. C'est-à-dire c'est comme dans une bibliothèque, vous avez des livres, mais dans votre bibliothèque, il vous faut des espaces vides. Alors, est-ce qu'on arrivera à saturer ces espaces? Non, c'est un espace non saturable. Voyez, et ça, c'est très important. Chaque citoyen français devrait pouvoir sentir que, eh bien, l'environnement politico-juridique dans lequel il vit, qui organise sa vie publique, eh bien, n'est pas saturé, c'est-à-dire qu'il y a toujours un ailleurs possible. Bon, l'apostasie est possible, l'adhésion est possible, et la République elle-même n'est pas une religion civile. Il n'y a rien de plus opposé à la laïcité, mais je pense qu'on va y revenir. Mais peut-être vous allez y avoir droit, Jean Leclerc, ne vous inquiétez pas, mais on va prendre tout de suite un exemple qui fâche, qui fâche ou qui est compliqué. Si on prend une question comme le débat que la France est en train de mener sur l'euthanasie.
Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a aucune référence religieuse, que comment dire, la République ne doit écouter surtout pas les différents cultes? Mais alors du coup, sur quoi elles se fondent? Est-ce qu'elles se fondent que sur les croyances des scientifiques? Mais est-ce qu'elles sont viables? Vous voyez, comment est-ce qu'on fait très concrètement? Alors, votre exemple est excellent parce qu'il montre qu'il y a une vie du droit. Et la laïcité n'est pas rigide, c'est-à-dire elle ne se limite pas à la loi de 1905. Bon, il y a eu des dispositions laïques depuis la Révolution française, et même un peu avant. Enfin, bon, on va commencer la Révolution française parce que c'est la Révolution française qui dit l'association politique se suffit à elle-même, elle commence avec elle-même. Mais on peut prendre l'exemple du mariage. Pendant très longtemps, le mariage civil a été imposé par la Révolution française. C'est un acte unilatéral de la puissance publique, la laïcité en France. Eh bien, on a longtemps cru que c'était une transposition, au fond, séculière du mariage religieux tel qu'il était pratiqué. Et on s'est rendu compte récemment, avec le mariage pour les personnes de même sexe, que ce n'est pas tout à fait coïncident. Alors, l'exemple de l'euthanasie est excellent parce que, effectivement, de l'euthanasie ou de la fin de vie, les dispositions à prendre, c'est une question qui se pose. Et la position laïque, la tâche de la République, c'est d'organiser le débat. C'est de dire, voilà, il y a différentes positions, mais ces positions, nous n'en reconnaissons a priori aucune. Nous avons besoin, pour cela, d'élaborer une ligne qui ne doive rien à une imposition extérieure, et cette ligne doit être élaborée par le moment législatif lui-même. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, certainement, mais il faut pour cela que le débat se déroule, qu'il se développe, que le débat législatif se développe, qu'il se développe dans la société et dans l'ordre législatif. Bon, voilà. Alors moi, j'ai bien sûr ma position. Les militants laïcs ont une position, certainement, mais ce n'est pas la même chose que d'organiser les choses et de laisser, au fond, cette respiration s'effectuer, en quelque sorte. Jean Leclerc, même question. Qu'est-ce que la laïcité? Et puis après, vous allez avoir droit à l'euthanasie. Bien sûr, je pense. C'est exactement ma définition. Parce que dans tous les travaux qui cherchent à définir ce qu'est la laïcité, il y en a beaucoup. Il y a Jean Bobéro, il y a le professeur Portier, il y a eu les travaux de Régis Debray. C'est l'approche de Catherine qui me semble être la meilleure. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle s'enracine dans l'histoire des concepts et dans l'histoire de la philosophie. Elle commence notamment à partir d'une étude très pointue et très serrée de Locke. Et c'est intéressant parce que... Donc, philosophe anglais du XVIIe siècle. Philosophe anglais, et c'est le modèle anglo-saxon aussi qui est là derrière. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième, c'est que c'est bien un système d'organisation politique et juridique. Et j'apprécie beaucoup cette idée d'un cadre, qui est un cadre de l'ouverture, qui est un cadre minimaliste, un cadre dans lequel quiconque doit pouvoir exister. Et Catherine Kinsler dit souvent que c'est la métaphore de l'exilé ou la métaphore du déraciné, c'est-à-dire cette personne qui doit pouvoir entrer dans un cadre social qui est extrêmement large et qui donc est inclusif. Et donc c'est un cadre qui est fait évidemment pour le pluralisme, ce qui éloigne d'emblée l'idée d'une laïcité qui soit opposée aux religions, qui soit anticléricale et antireligieuse. Non, que du contraire, le cadre est inclusif, mais on ne construit pas le lien politique à partir du lien fiduciaire. On détache les choses. Et donc, c'est quelque chose, en fait, de beaucoup plus complexe dans sa définition de ce qu'on nous dit souvent, oui, la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Sauf qu'on ne peut plus dire l'Église, parce qu'il faudrait dire alors les églises, les mosquées, les synagogues, les temples, etc. Dans mon lancement, j'ai vraiment dit les religions. Parce alors, il faut dire les religions, mais c'est encore restreint. On pourrait dire le théologique et le politique, mais c'est encore très restreint. Mais voilà, cette idée de créer ce cadre-là. Et puis alors, de bien montrer que ça touche aussi la question de l'État, avec cette question de la puissance publique, qui quand même nous touche beaucoup dans nos vies quotidiennes. Nous devons aller à l'administration, nous devons faire beaucoup de choses, et qui là est en retrait, qui fait un pas de côté, qui s'abstient, qui ne commente pas, voilà, qui s'aveugle, dit aussi souvent Catherine Kinsler dans ses travaux. Et pour moi, c'est vraiment, théoriquement parlant, sur le plan de tous les travaux universitaires, c'est vraiment la définition qui permet le plus de proactivité. Et alors qu'il n'est pas un catéchisme, il n'y a pas de dogmatisme dans la définition de Catherine Kinsler. Ça permet de travailler à des choses. C'est une des raisons pour lesquelles, et vous l'avez dit, alors en Belgique, il y a une conférence
complexité, mais on va essayer de l'expliquer à nos téléspectateurs. Nous avons un centre d'action laïque. Bien, ça c'est plutôt des militants. Et c'est vrai aussi, Catherine Kinsler dit toujours, dans le sens de cette définition, il n'y a pas les laïques comme il y a les catholiques. Mais on peut avoir des convictions, et ce centre d'action laïque en a, et alors singulièrement sur l'euthanasie, le cas que vous abordez, qui est aussi, je crois, vraiment un cas très, très intéressant. Il se fait qu'en Belgique, je suis le vice-président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et que cette loi, nous l'avons depuis 22 ans maintenant, à peu près. Bien. Ça n'a pas été en soi une loi laïque ou une loi catholique. C'est vraiment le législateur qui a été confronté d'abord à des maladies extrêmement handicapantes et qui s'est trouvé devant cette situation-là. Exactement comme pour chez nous en Belgique, la question du mariage homosexuel. Ce n'était pas du tout une velléité idéologique, c'était une situation très simple. Une femme vivait avec un homme, ils se séparaient, il se fait que le papa vivait avec un autre homme ou que la maman vivait avec une autre femme. Et ce n'était pas cette question-là qui interpellait le législateur, c'était « et les enfants ?» Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants? Et c'est comme ça que la loi s'est mise en place. Et donc pour l'euthanasie, comme le dit bien Catherine Kinsler, c'est donc un travail qui s'est fait au niveau du Parlement. Puis il y a eu cette loi. C'est très important qu'il y ait une loi. Parce que justement, la loi, elle encadre quelque chose qui, dans l'existence, reste tragique. Alors, je considère que l'euthanasie est un acte de fraternité qui se fait en Belgique par un tiers. C'est très différent de la question tout à fait le droit d'avoir cette position. Du suicide assisté en Suisse. Voilà, c'est très, très, très encadré. Et il y a une liberté de conscience du médecin. Et ça, c'est vraiment, je pense, le signe d'un État qui n'a pas imposé par idéologie cette loi. Elle permet la liberté de conscience aux médecins, elle ne permet pas la liberté de conscience des réseaux hospitaliers, et c'est normal puisqu'ils sont eux-mêmes financés par l'État, mais le médecin peut tout à fait dire, mais en raison de mes convictions, et d'ailleurs quelles qu'elles soient, je ne souhaite pas pratiquer l'euthanasie, mais bien sûr, je renvoie vers un autre collègue. Et donc, ce travail s'est vraiment fait dans ce sens-là. Et d'une certaine façon, voilà un pays comme la Belgique, qui n'a pas le mot la laïcité dans sa constitution. On parle de neutralité, mais qui, pour le coup, a montré un dispositif laïque de sa constitution. Oui, là, c'est un modèle, en fait. C'est un modèle. La France n'a pas travaillé jusqu'à ce point sur la question. Voilà. Donc, c'est assez paradoxal. Nous avons, d'un côté, un pays dont la laïcité se confond avec la neutralité. Donc, ce n'est pas exactement la définition que j'ai pu donner tout à l'heure, mais qui, dans certaines dispositions, est plus laïque que le pays qui a théorisé et qui a porté la laïcité à son maximum politique en principe. Il devrait le porter à son maximum. Ça, c'est très intéressant. Et ça prouve qu'il y a une vie du droit, bien sûr. Voilà. Et c'est un peu étonnant parce qu'on voit ça à chaque problème de difficulté dans la vie d'un pays. Bon, on l'a vu pour l'euthanasie, on a parlé du mariage homosexuel. Dans la crise que nous avons vécue sur la pédocriminalité, tout de suite, il y a eu une commission parlementaire. Il y en a encore une dans la précédente mandature et il va encore y en avoir une. Alors pourquoi ? Pour réguler la chose au niveau de l'État et pour faire en sorte que la laïcité, en quelque sorte, permette aussi de préserver les religions et qu'elle leur donne de fonctionner là où elles doivent fonctionner, mais avec cette distance critique de l'État et de son rôle avec les affaires dites religieuses. Et là, je trouve que c'est assez intéressant de voir que notre pays, qui n'a pas ce mot-là dans sa Constitution, est capable de fonctionner comme ça pour des sujets comme ceux-là. Catherine Kinsler, vous diriez aussi que le rôle de l'État français, c'est de protéger les religions? Il n'est pas contre les religions? La laïcité à la française, bien sûr, protège les religions, c'est-à-dire elle assure la liberté de croyance, de non-croyance, donc elle l'assure, mais elle s'en protège aussi. Donc ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que nous n'avons pas, il n'y a pas aucune croyance, aucune incroyance ne peut imposer sa loi pour faire les lois.
Oui. Vont faire C'est les ça. lois. Et inversement, eh bien, c'est la liberté qui s'applique pour l'ensemble des positions. Dans le cadre du droit commun, on a le droit d'organiser une procession. Dans le cadre du droit commun, bien sûr. On ne va pas boucher... On va déclarer la procession comme un syndicat va déclarer une manifestation. On est soumis aux mêmes règles. Donc ce sont les mêmes règles. Et cette liberté me semble une très bonne affaire, finalement, pour les religions en général. Vous pensez à quoi? Vous pensez au patrimoine, par exemple? Une des choses qui protège énormément l'Église catholique, c'est le fait que, en gros, une partie des églises bâtiments, sont financées par l'État. Oui, bien sûr, mais ça, c'est le legs historique qui a été pris en charge par la loi de 1905. Et là encore, il y a une vie du droit. On ne peut pas non plus garantir à toutes les religions cette disposition. Cette disposition est présentée comme historique. Elle est présentée comme historique. Bon, de même, alors dans l'autre sens, les signes religieux sur la voie publique, fixe. Tout de suite, on va... Ça marche dans l'autre sens. Oui. La loi de 1905... Vous voulez dire la croix qui se trouve voilà, à on un les carrefour. garde. On les garde, bien sûr. Mais on n'en admet pas de nouveau. On n'en admet pas de nouveau. Vous ne pouvez pas ériger une statue religieuse sur la voie publique à partir de la loi de 1905. Mais on garde et on entretient, bien sûr, celles qui existent. Heureusement, parce que ce sont aussi des œuvres d'art. Oui. Bon, bien sûr. Voilà, ça fonctionne dans les deux sens. Donc l'État se protège des religions, des croyances et des incroyances, parce que l'athéisme d'État aussi peut avoir des conséquences dommageables. On l'a vu ailleurs et dans d'autres temps. Mais cette liberté est réciproque d'une certaine manière. Mais ce qui est très important, me semble-t-il, mais ça c'est vrai aussi en Belgique, c'est qu'il y a droit d'apostasie. On peut changer. Parce qu'on vous dit toujours, on entend toujours c'est la liberté de croire, de ne pas croire, mais c'est aussi la liberté de changer d'avis. Ça, De c'est important. changer. Ça, c'est très important parce que ça soulève une question philosophique très actuelle, parce que vous avez maintenant beaucoup de revendications au motif de l'identité. Ce que je crois fait partie de mon identité. Non, on peut changer d'avis, et heureusement, parce qu'on ne construit pas son identité en acceptant simplement, en recueillant quelque chose, une croyance comme si c'était un objet. Il faut la travailler. Il faut la travailler, on peut s'en détacher, on peut la retravailler. Bon, alors, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que toute la littérature, la grande littérature catholique est traversée par cette question, Bernanos, etc. Bon. Et bien sûr, alors, cette question de l'apostasie est cruciale parce qu'elle permet de soulever la question philosophique de savoir qu'est-ce qu'un individu, qu'est-ce qu'une identité. Est-ce que je m'identifie à mes croyances? Est-ce que je suis la somme de mes croyances, de mes convictions? C'est un beau problème philosophique, un classique. Est-ce que je suis la somme de mes convictions, de mes émotions, etc. Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose en retrait qui a besoin d'être élevé, d'être cultivé, élevé, parce que c'est de là que vient le mot élève. Et là, effectivement, ce n'est pas la même chose de vivre dans une société qui vous dit, bon, eh bien, qui vous assigne, c'est la question de l'assignation, qui vous assigne en disant, bon, voilà, tu es né dans tel dispositif religieux, tu as telle couleur de peau, etc. Bon, c'est comme ça. Et dans une société dans laquelle il y a une association politique qui vous dit, non, il y a une respiration possible, on ne te demande pas de renier ce que tu es ou ce que tu penses être, mais on te demande de regarder ailleurs. On te demande de regarder ailleurs. Et l'ailleurs, ce n'est pas un ailleurs touristique. On ne regarde pas l'autre comme on regarde un spectacle confortablement dans son fauteuil. On pourrait être cet autre, et il y a toujours la place pour un ailleurs. Jean Leclerc. Mais c'est très vrai parce que, donc je disais tout à l'heure que c'est ma définition, je me nourris des travaux de Catherine Kinsler, parce que si évidemment c'est un lien politique et que ce n'est pas le lien fiduciaire qui crée le lien politique et le lien de gouvernance, c'est déjà extrêmement important pour préserver justement les religions dominantes, puis les religions qui ne le sont plus, et de faire en sorte que ce ne soit donc pas la religion qui fait la loi.
Bien. Et la deuxième chose, c'est qu'aussi, Catherine Kinsler fait observer que la laïcité n'est pas un problème de tolérance. Ça, c'est une question qui touche à la religiosité, mais que c'est vraiment un problème de liberté de conscience. Et dans le cas... Pardon, quelle différence vous feriez entre tolérance et liberté de conscience? La tolérance, c'est vraiment un vocable qui intervient quand les religions rencontrent les religions, et on les tolère. Tandis qu'en matière de laïcité, comme principe d'organisation du lien politique, c'est une liberté de conscience. Et donc liberté d'avoir une religion, de ne pas en avoir une, d'apostasier, de blasphémer, ce que l'on appellera aussi la liberté d'expression. Et en matière alors de fabrication des lois, il y a eu donc quelques années, au moment de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse en Belgique, il y a eu beaucoup de débats. Et évidemment, les religions sont consultées et évidemment, les représentants des cultes sont reçus dans les commissions parlementaires. En l'occurrence, ici, c'était la commission de la justice. Et l'ancien archevêque de Malines-Bruxelles, bien connu, donc Monseigneur André Léonard, avait dit à ce moment-là qu'il refusait la loi sur l'interruption volontaire de grossesse parce que, disait-il, et la formule est assez intéressante parce qu'elle montre que là, on n'est pas laïque. Il avait dit « Un Parlement n'a pas d'autorité métaphysique et sexuelle sur la vie ». Et ça, c'était évidemment intéressant parce que la métaphysique, c'était pour lui un dispositif philosophique, et alors sexuel, c'était le dispositif biblique, le dispositif religieux. Et ça, c'était vraiment, en l'occurrence, un beau cas de figure où on voyait que l'archevêque ne voulait pas entrer dans un système de dispositif laïque, et il voulait en quelque sorte confisquer l'idée du fait que ce soit le Parlement qui est autonome et qui ne va pas chercher sa transcendance ailleurs, puisque Catherine Kinsler l'expliquait bien au début de l'émission, qui dit laïcité dit autoconstitution, on part de soi-même, il n'y a pas un champ de transcendance, on ne va pas chercher la loi civile dans des préceptes religieux, on peut s'en informer, mais ce n'est pas ça qui constitue la vie des vivants. Voilà pourquoi, quand on a du mal avec la notion de laïcité, on peut parler d'égalité. Alors, c'est jamais pareil, bien sûr, mais quand les gens ont des difficultés à comprendre, on peut parler d'égalité, on peut parler de citoyenneté, pour faire en sorte que nous ne soyons pas d'abord un croyant ou un incroyant dans la vie sociale, mais que nous ayons d'abord un statut de citoyen qui accepte d'entrer dans ce cadre minimaliste et qui, et pour moi ça c'est très important, est un cadre inclusif. Voyez ? Alors je vais essayer une question un peu provocatrice. Ça, c'est très bien, et on voit les principes, etc. Du côté des religions, et peut-être du côté de l'ancien archevêque de Malines-Bruxelles, il y a l'idée, une sorte de suspicion qu'en fait les États ne se déterminent pas eux-mêmes, mais en fait sont déterminés par une idéologie qui est justement l'idéologie laïque, et pour bien la distinguer, je dirais même laïcarde, c'est-à-dire une idéologie qui est anti-religieuse. Qu'est-ce qu'on dit de ça? D'abord, est-ce que pour vous ça existe? Est-ce qu'il y a des gens qui sont laïcards, c'est-à-dire en gros qui disent pas simplement toutes les religions ont droit de citer au sens propre du terme, mais je veux m'en débarrasser? Et est-ce que c'est ça qui informe les États pour vous? Alors d'abord, le terme laïcard, vous savez d'où il vient, il a été utilisé par Maurras. Donc, oui, Charles Maurras, donc l'extrême droite je française. reformule votre question, est-ce qu'il y a des gens qui sont extrémistes laïques? Voilà. Qui, au fond, considèrent que le principe de laïcité doit gouverner absolument toute la vie politique et sociale. Ça existe, bien sûr. Ça existe, mais c'est une dérive parce que, comme je le disais tout à l'heure, le régime de laïcité est articulé par deux principes. Le principe de laïcité qui est fini, qui s'applique à la puissance publique et à ce qui participe de la puissance publique, au moment de puissance publique, aux lois, aux objets, etc., et aux personnes, enfin je ne vais pas tout décliner, et puis tout le reste est soumis au droit commun, tout simplement. Donc c'est cette dualité du régime laïque qui constitue la laïcité. À quoi bon la laïcité si c'est pour abolir la liberté ? Parce qu'au fond, vouloir... Alors, nous avons deux dérives à partir de là. Vous avez deux principes, au fond, deux domaines. Et donc, vous pouvez construire deux dérives à partir de là. Elles fonctionnent exactement de la même manière, elles sont opposées, c'est tout.
La première, c'est celle que nous pourrions appeler donc l'extrémisme laïque auquel vous avez fait allusion. Considérer que l'ensemble de la société doit être soumise au principe de laïcité, d'abstention. C'est tout simplement une désertification. Hein, y a plus, on nettoie. Hein, c'est un nettoyage. Il n'y a plus de religion, on rase tout, on enlève les saints, machin, etc. Comme on a fait dans certains régimes voilà, à l'Est. Alors là, c'est une doctrine. Oui. C'est une doctrine et c'est une dérive de la laïcité puisque ça consiste à nier que le principe de laïcité soit celui de la puissance publique et donc est appliqué à un domaine fini. Alors maintenant, vous prenez l'autre position. Ça consiste à nier le principe de laïcité et à réclamer que s'applique à la puissance publique ce qui régit la société civile. Donc, alors, on va reconnaître toutes les positions de manière publique, on va reconnaître les religions, éventuellement les subventionner, etc. Donc, nous avons un émiettement et nous avons une dérive qui est celle que j'appelle la laïcité adjectivée. Reconnaître, etc. Bon. Et là, effectivement, ce sont deux espèces d'uniformisation. La première, c'est facile de voir. Hein, c'est l'uniformisation d'État. Tout le monde aucun signe religieux dans la rue, pas de procession, etc. Bon, ce n'est pas de la laïcité. Bon. La deuxième, c'est quand même une uniformisation, mais par molécule. C'est-à-dire, vous n'avez plus de moment de respiration en deçà de votre propre assignation, qui vous permettent de regarder ailleurs, qui vous permettent d'être autre, qui vous permettent, au fond, de faire un pas de côté. Ouais. Et donc, vous êtes livré à l'uniformisation éventuelle que vous réclame ou que vous impose une communauté. Tu dois porter le voile partout, tout le temps. Ben non, tu ne pourras pas le porter à l'école. Voilà ce que répond la laïcité. Tu ne pourras pas le porter à l'école, mais dans la rue, chez toi, bien sûr, tu peux le remettre. C'est ça la respiration aussi. Donc, vous voyez, nous avons deux dérives, elles fonctionnent exactement de la même manière. Hein. Les vieux structuralistes se reconnaîtront ici. Hein. Bon, vous avez un principe, deux principes, vous faites recouvrir l'un par l'autre. Bon, là, évidemment, je raisonne grosso modo, mais c'est très clair. Pourquoi pas. C'est très clair. Et puis, vous avez, au fond, un même mécanisme qui explique deux dérives complètement opposées qui, en réalité, s'aiment beaucoup l'une l'autre. Hein, elles se renforcent, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, cela existe, des extrémistes laïcs qui voudraient, bien sûr, nettoyer la société de tout signe religieux. En général, c'est plutôt de certains signes religieux ou de certaines religions. C'est ça en plus. À certaines religions qu'ils s'en prennent. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Bon, j'ajoute, pour reprendre et appuyer ce qu'a dit Jean Leclerc à l'instant, c'est que, bien sûr, dans une association politique laïque, les citoyens peuvent s'inspirer de leur foi pour faire valoir leurs convictions. Oui. Simplement, ce qu'on leur demande... D'ailleurs, il y a eu des partis chrétiens, c'est pas interdit en France. Donc, mais ils doivent le faire, ils doivent proposer un programme qui puisse être présentable à tout citoyen. Oui. À tout citoyen. Et donc, ils doivent pouvoir effectuer ce moment en deçà. Hein, et je résumerai les choses en disant, bon, le droit de non-appartenance est fondamental parce qu'il valide le droit d'appartenance. Hein, on pourrait paraphraser Beaumarchais, sans le droit d'appartenance, il n'est point, sans le droit de non-appartenance, il n'est point d'appartenance valide. Jean Leclerc. Et ça, vous voyez, c'est très important, ce point très précis qu'on traite de l'émission, parce que ça montre que, par exemple, la laïcité n'est pas, contrairement à ce que disent les extrémistes laïcs, islamophobes. Voyez-vous que si vous articulez bien les choses et si vous prenez ce fameux principe de la respiration, donc pour moi, les extrémistes, ce sont vraiment les étouffés, et ils s'étouffent d'ailleurs eux-mêmes. Bon, mais les extrémistes vont donc vouloir une société tout à fait dénaturée, une société où l'espace civil est aseptisé, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus le droit d'affichage, et ce sera extrêmement grave. Mais cette conception de la laïcité-là, elle permet de lutter contre une forme de l'islamophobie. Et ça, c'est vraiment très, très important à signaler. Mais elle permet aussi de montrer que dans les espaces
de la puissance publique où il faut ces fameux outils de la neutralité, de l'équidistance et de l'impartialité des agents qui rendent les services de l'État, là, il y ait cette neutralité et singulièrement la neutralité d'apparence, c'est-à-dire pas de signe convictionnel. Et en Belgique, parce que la Constitution est telle, pas de signe convictionnel, pas de signe philosophique et pas de signe d'expression politique. Voilà. Pour autant donc en gros, pas le t-shirt je vote pour tel parti. Exactement, etc. et pas non plus un t-shirt qui manifesterait par exemple une liberté d'expression qui, dans le cadre de la liberté d'expression, aurait quelque chose d'offensant pour une des religions qui serait dans l'administration publique. Et ça, je crois que ça montre vraiment bien comment fonctionne ce dispositif laïcité. Et il faut bien comprendre que là, derrière, il y a de la respiration. Et un cas très, très, très beau aussi qui vient d'être évoqué, c'est la question de l'école. Parce que ça a beaucoup de sens dans le cadre de l'instruction obligatoire, puisque c'est un endroit où nous devons tous aller, tous. C'est un passage obligé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le dispositif ne fonctionne pas de la même façon à l'université, puisque là, nous avons affaire à des personnes majeures et quiconque n'est pas obligé d'aller à l'université. Mais dans l'espace éducatif où l'instruction est obligatoire, il est vraiment important qu'il y ait que le principe fonctionne et que là, je me dépouille de mes signes religieux, de mes signes politiques et de mes signes philosophiques. Pourquoi ? Parce que je viens aussi pour être élevé, je viens pour être décentré, je ne reviens pas avec moi-même, mes identités. Et Dieu sait combien les temps qui sont les nôtres nous poussent à ce narcissisme-là. Mais vraiment, donc l'école, c'est à la fois un lieu où l'on y entre en se décentrant, en partant à la découverte d'autrui, et puis aussi on s'émancipe, parce que c'est aussi un des rôles du principe, c'est de travailler à l'émancipation, puisque quand même là derrière, il y a aussi quelque chose de l'ordre du beau principe de la raison. Car la laïcité, c'est aussi un concept qui a été beaucoup travaillé par les philosophes de la Troisième République, qui m'intéresse beaucoup. Et c'était des philosophes qui en avaient un peu assez à ce qu'il y ait une prégnance du théologique et de la réflexion théologique dans le domaine de la raison critique, de la raison universaliste, de la raison commune. Et ça, je crois que c'est très important pour le fonctionnement d'une société. Et donc moi, vous savez, je dis toujours qu'au fond, qui dit laïcité, dit paix et pacification, et pas guerre. Moi, je n'aime pas du tout les vocables se battre pour, les combats laïques. Je trouve que c'est indigne du mot, qui est un mot qui est très universaliste, qui est très très beau, je trouve. Oui. J'aurais une petite précision ou nuance à apporter à ce que tu viens de dire. C'est que c'est à partir du terme islamophobie. Ah oui. Tu sais que le terme oui, islamophobie est utilisé actuellement tout à fait. pour mettre une cible dans le dos de gens qui critiquent tout simplement l'islam. Ou qui... Oui. Bon. Donc là, je crois qu'il faut être... j'aimerais apporter cette précision. La position laïque n'interdit pas qu'on puisse exprimer dans la société civile sa détestation de telle ou telle religion ou de telle ou telle position dans une religion ou de telle ou telle irréligion. La réciproque est vraie. Bon. Donc, donc, par conséquent, de l'islam. Absolument. Mais ce qui est interdit, c'est de s'en prendre à des personnes. C'est ça, aux croyants. Aux croyants. Voilà. Donc c'est la haine du musulman, etc., ou du catholique en tant que tel, qui va tomber sous le coup de la loi. Mais la critique, c'est très important. Et on a le droit aussi de critiquer des religions. Ah oui. Bien sûr. Ou le fait de ne pas être religieux. De ne pas être, bien sûr. Il n'y a aucune difficulté. Et c'est l'exercice même de la liberté de conscience, d'expression, qui est en jeu ici. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que je ne peux pas... m'en prendre à des personnes au motif de leur religion, mais je peux m'en prendre à leur religion. Voilà. Donc ça veut dire que je disjoins bien ces personnes de leurs croyances et que si justement elles croient, je pense qu'elles ont adopté cette croyance pour de bonnes raisons, parce qu'elles
vraiment, elles y adhèrent et non pas simplement parce qu'elles l'ont trouvé à leur naissance et parce qu'on leur a collé quelque chose, qu'on leur a assigné quelque chose. Voilà, c'est ça qui me semble important d'ajouter. Ça, c'est un point qu'il faut bien répéter, qu'il faut bien expliquer, parce que il y va de la pensée critique. Et là, je te rejoins, Jean, parce que effectivement, ce qui est en jeu, ce qu'il y a de commun, en fait, parce qu'on va nous dire, oui, la laïcité, bon, vous évacuez momentanément pour certains actes, etc., le moment de la croyance, le moment de l'adhésion, etc. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? C'est du vide. Il y a en quelque sorte aussi un éloge. J'ai fait un éloge du vide, non pas comme du néant, mais de la place, de la respiration. Mais est-ce qu'il y a quelque chose aussi dans ce vide ? Mais oui, c'est l'idée que l'association politique est possible, par exemple. Qu'elle est possible sans référence à une transcendance et qu'elle va, bien sûr, accueillir et que vont y participer activement ceux qui croient. Nous avons tous moi, je connais énormément de catholiques qui sont laïcs. On peut être catholique et laïque, musulman et laïque, athée et laïque. C'est pas la même chose, hein. Moi, je connais des athées qui ne sont pas laïcs. Bon, eh bien, ça, c'est très important. Et qu'est-ce qui va nous relier ? Eh bien, c'est l'exercice de la raison. Ce n'est pas la raison elle-même dans ses résultats. C'est son exercice. C'est le moment où chacun va dire, si l'autre peut m'entendre, c'est que nous avons un sol commun sur lequel nous pouvons non seulement nous entendre, mais aussi nous disputer, argumenter. C'est vrai. Et c'est ça qui va être principal, et c'est cela que l'exercice de l'autorité, et chacun va trouver cette autorité en lui-même. Et il y a une éthique de la discussion, voilà. il y a une morale aussi dans tout cela. Il y a des... J'aime beaucoup ce que vous dites, parce que c'est vrai que du côté catholique, on ne supporte pas qu'on nous critique. Par contre, nous pouvons déverser des torrents mais contre les gens qui ne croient pas, cette civilisation de mort, etc. Donc effectivement, il faut aussi appliquer cette liberté de ne pas croire. Enfin, je veux dire, bien sûr, de critique. C'est jamais être agréable de se faire critiquer, mais nous nous en privons pas non plus. Donc, écoutez, il y a eu de grandes polémiques tout de même dans l'histoire du catholicisme. Et on pourrait aussi transposer, pour être plus léger, à la question des plaisanteries. La plaisanterie, si je dis sur cette antenne que la Sainte Vierge est la première enceinte acoustique, d'abord, est-ce que tout le monde va comprendre ? C'est pas sûr. Non. Bon, mais les catholiques sont les premiers à rire, quand ce ne sont pas les premiers à la faire, la blague. Ah les blagues, les blagues de sacristie, vous savez, c'est une grande spécialité du catholicisme. Là, il y a effectivement une respiration, une respiration, il y a un travail de réflexion, de critique, qui est possible. C'est le moment critique qui est en jeu dans la plaisanterie. Alors on connaît les blagues juives, on en a tous entendu. Oui. Bon, des blagues musulmanes, je dois dire que j'en connais pas, mais il en existe sûrement. Mais comment circulent-elles ? Voilà, ça c'est une question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi est-ce que vous ne les avez pas entendues ? Pourquoi je ne les ai pas entendues ? Qu'est-ce que ça dit ? Certainement. 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 C'est même sûr. Donc il y a aussi tout un travail. Je crois aussi que les religions chrétiennes ont subi le moment critique et l'ont travaillé. Au moment de la Renaissance, toutes ces choses-là, ça fait partie aussi de l'héritage de la raison critique. Et moi, c'est ce que j'appelle alors, c'est ce que j'appelle typiquement la sécularisation, parce qu'il y a le processus de laïcisation qui est une chose, et pour moi, alors la sécularisation, ce sont les religions qui sont dans la cité et qui doivent se demander si ce qu'elles proposent par leur normativité, par leur dogmatique, par leur réflexion morale, correspond encore à la vie des individus de ce temps. Voilà. Et ça, c'est une réflexion qui doit se faire à l'interne. Mais moi, je sépare vraiment les deux processus
en faisant aussi en sorte que ce ne soit pas l'État qui dicte des choses sur le fonctionnement interne d'une religion qui doit réfléchir à elle-même et qui émet des avis pour lesquels il faut évidemment éminemment de respect, puisque dans cette vision de la laïcité, il y a vraiment une éthique du dialogue et du dialogue citoyen. Je prends un exemple pour appuyer ce que tu viens de dire. Il se trouve qu'en 1989, nous avons eu ce qu'on appelle l'affaire de Creil, l'affaire du voile. Et j'ai été co-auteur avec Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay, du fameux appel « Profs, ne capitulons pas ». Eh bien, ça, c'était un moment très important parce que... bon, j'ai apporté le texte, mais enfin, on n'est pas obligé d'en lire des extraits. Mais il y a un point, cette question n'a pas été résolue par la puissance publique, qui a botté en touche, etc. Bon, on a eu 15 ans, il a fallu attendre 15 ans pour avoir la loi de 2004 en France, pour éclaircir les choses. Mais il y a eu un moment qui est absolument hallucinant, que moi je trouve hallucinant, c'est que pour résoudre la question, on est allé demander au roi du Maroc si le voile, c'était bien musulman, etc. Autrement dit, la République française a fait quelque chose d'anti-laïque. Tout à fait. De dire, ben voilà, il y a une orthopraxie, on va aller voir le commandeur des croyants et on va lui dire, on va lui demander si c'est bien, si c'est une musulmane doit porter le voile. Mais, enfin... Oui. C'était pas la question. Non. Bon, il se trouve qu'il est intervenu, il pouvait très bien intervenir de lui-même, bien sûr. Mais pas comme un conseiller de l'État. Voilà, allez le chercher. Enfin, ça me semble, de la même manière, vous avez beaucoup de moments où on dit, est-ce que, au fond, on va vous expliquer, à vous, musulmans, à vous, catholiques, que c'est pas vraiment musulman de faire ci, de faire ça. Et il y a beaucoup de gens qui vous disent, oui, puisqu'elle porte le voile, c'est une bonne musulmane. Mais non. Ça ne nous regarde pas. C'est ça. Ça ne nous regarde pas. C'est très important. L'orthopraxie n'est pas du fait de la puissance publique. Exact. Et réciproquement, la puissance publique elle-même n'a pas à s'ériger en adhésion obligatoire. Et ça, c'est fabuleux. Le mot valeur, moi, je ne l'aime pas. Non. Quand on parle bien sûr, on parle de valeurs de la République. Non, ce sont des principes républicains qui doivent pouvoir être exprimés et argumenté. Voilà. Sinon, le moment de la raison critique, eh bien, nous l'avons congédié. Et c'est très important, ça, parce que les termes sont techniques, orthopraxie, orthodoxie. Mais donc l'orthopraxie, c'est le fait d'agir de manière correcte, droite et correcte, et l'orthodoxie, c'est le fait de penser de manière correcte. Et justement, si on veut que dans les espaces laïques où s'exprime la puissance publique, il y a bien cette neutralité et cette neutralisation, donc non pas pour aller contre, mais notamment pour être au service de tous les usagers, et notamment dans les usagers de ces services publics qui sont la figure de l'exilé, qui sont la figure du réfugié et qui vient sans la moindre appartenance, pour ne pas donc qu'on l'oblige à se reconnaître avec une religion ou une autre. Ça veut dire aussi que dans ces espaces-là, on ne va pas laisser entrer des choses qui sont de l'ordre de l'orthodoxie et de l'orthopraxie. Par exemple, les signes convictionnels à l'école. Le jour où il va commencer à y avoir dans la classe des discussions pour la question de savoir si oui ou non tel signe est conforme à ceci ou cela, si oui ou non telle pratique est conforme à ceci ou cela, si tel dispositif moral, par exemple dans le catholicisme, est conforme ou pas. Mais ça veut donc dire que l'école va devenir un champ de bataille, tandis que si on fait le travail de distanciation et de respiration, on peut aborder les choses, mais alors on ne va pas les aborder d'un point de vue catéchétique, on va les aborder par la question de l'histoire. Et c'est pourquoi nous devons, notamment dans l'enseignement, bien différencier les sciences des religions de la théologie. Et ça, c'est très important parce qu'alors avec les sciences des religions, les élèves seront avertis sur un plan rationnel. Ça va d'abord très fort les aider sur le plan de leurs croyances. Ils vont pouvoir commencer à la réfléchir, à la penser, à la mettre à distance d'eux-mêmes. La neutralité va permettre de ne pas les blesser non plus dans leurs croyances. Donc on ne va pas commencer à s'en moquer à l'école. On ne va pas dire « Ah oui, mais tu sais, tout ce que tu crois, c'est tout à fait ridicule ». Non, pas du tout. On va l'expliquer, mais de façon décentrée, avec le pouvoir de la raison critique. Et c'est l'élève qui lui-même va multiplier en lui les identités qui sont les siennes. On sait que nos identités sont multiples, et l'école, elle fera son vrai rôle. Voyez ?
Ça, c'est très important à mentionner sur le plan d'une éducation. Parce ce n'est pas de l'interconvictionnel. Et ce n'est pas de C'est pas une l'interconvictionnalité. énumération, parce que là, on a un espace saturé. Voilà, voilà. Et, ce que vous appelez interconvictionnel, c'est le fait que chacun défende sa religion et qu'on l'entende côte à côte avec une autre sans, Et puis on dit, on organise la tolérance, c'est une forme de tolérance. Bon, donc on reconnaît toutes les religions existantes. Mais justement, il faut raisonner en termes fictifs aussi, les philosophes le font, et celui qui n'existe pas encore. Voilà. Et ça, c'est le drame dans lequel, le drame, c'est un mot trop fort, mais c'est la situation dans laquelle la Belgique est en train d'entrer, puisque en Belgique, nous avons 2 dispositifs, alors qui, pour le coup, ne sont pas laïques. C'est la question du salaire le financement des cultes. Le financement des cultes, c'est-à-dire que exactement, donc, ce sont les salaires et les pensions des ministres du culte, mais aussi de cette fameuse laïcité organisée. Et puis, alors, l'organisation de l'enseignement qui fait que dans l'enseignement organisé par l'État, puisqu'il y a des religions qui sont reconnues, mais aussi la morale non confessionnelle, alors il y a 1 heure de ces cours qui sont donnés dans l'enseignement organisé par l'État. Bien. Et 1 heure, parce qu'avant il y en avait 2, mais maintenant il y a un cours de philosophie et citoyenneté, dans lequel alors évidemment nos élèves ne sont plus séparés. Tandis que dans les autres cours, ils sont séparés puisqu'ils entrent dans un établissement scolaire organisé par l'État. Alors, ils doivent choisir s'ils vont dans le cours de judaïsme, cours de religion musulmane, cours de religion protestante, cours de religion catholique ou morale non confessionnelle. Donc, c'est assez tragique parce qu'en fait, l'école donc, sépare les enfants. Et dans des situations comme nous en vivons à Bruxelles, dans des chocs entre des communautés religieuses, c'est vraiment très compliqué. Ça ne favorise pas, je vais dire, la paix scolaire. Mais alors, s'ajoute aussi à ça que les enfants donc, sont répertoriés. Et normalement, on devait aller en Belgique vers 2 heures de philosophie et de citoyenneté, et de rendre alors les cours de religion et de morale non confessionnelle, de les rendre non plus obligatoires, mais de les mettre bien sûr dans la grille scolaire de façon facultative. Mais comme tout ceci est aussi politique et démocratique, il y a un changement de majorité, puisque nous avons eu au mois de mai de cette année des élections en Belgique, et la nouvelle majorité a décidé de s'en tenir à 1 heure de philosophie et de citoyenneté, bon, ce qui en soit est bien, mais dans cette heure, ils vont faire réintervenir le dialogue interconvictionnel. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que le cours de philosophie et citoyenneté, cette heure-là, était vraiment un dispositif laïque. Il y avait une formation critique, il y avait les usages des sciences des religions, histoire des religions, psychologie des religions, philosophie des religions. Et maintenant, ils reviennent avec cette idée de l'interconvictionnel. Mais que fera-t-on de la figure de l'exilé ou de la figure du réfugié? Et puis, comment va faire le maître? Il doit être sérieusement diplômé. Hein. Oui, parce qu'il faut connaître toutes les à l'école pratique des hautes études. Si l'école est l'école, ou alors l'école devient un lieu de discussion, de café-comptoir, et puis on va retrouver le problème dont on parlait tout à l'heure de l'orthodoxie et de l'orthopraxie. Ce qui est étrange aussi, c'est que ce qu'on appelle le non-convictionnel, d'abord est homogénéisé, comme s'il y avait qu'une seule manière d'être non-convictionnel, de ne pas croire d'une certaine manière. Or, la non-croyance est un problème, puisque c'est une déliaison, en quelque sorte. Oui. Bon. Et d'autre part, c'est considérer qu'au fond, la position laïque est une position parmi d'autres. Voilà. Alors que, bon, bien sûr, là, la laïcité à la française est extrêmement différente et claire, à savoir, la laïcité n'est pas une conviction parmi d'autres. C'est ça, c'est elle est une condition de possibilité. C'est ça. Hein, elle est la condition du déploiement des convictions et des non-convictions. Et il y a du vide. Ça me semble très important. Mais finalement, le rapport au moment religieux en tant qu'il est une pensée, en tant qu'il est de l'ordre de l'œuvre humaine. Bon, mais ça, l'école laïque à la française l'a assuré. On nous dit qu'il faut enseigner le fait religieux. D'abord, est-ce que c'est toujours de l'ordre du fait? Moi, ça me choque un petit peu. C'est pas toujours du fait. Mais vous n'êtes pas contre le fait qu'on enseigne, on va dire, les religions. Enfin, je ne sais pas comment dire. Le problème est de savoir à qui on le confie. Donc, c'est le professeur. Chaque
chaque discipline, moi je me rappelle très bien, j'ai eu des cours d'histoire, j'étais très forte sur les différences entre Calvin et Luther. Bon, on avait appris ça, bon là je ne saurais pas, si vous m'interrogez, je n'arriverai pas à les On n'est pas dans un cours, ça va. Mais c'était au programme du brevet. Oui. Bon, donc c'est en tant que pensée, en tant que mythologie, en tant que productrice d'œuvres que ces questions doivent être abordées, et elles sont à ce moment-là de l'ordre de l'humaine encyclopédie. C'est ça. Et après, on est libre d'y adhérer. Elles appartiennent à tous. On est libre d'y donner sa croyance. Bien sûr. Oui. Et du C'est tout à fait patrimonial. différent. Et du patrimonial, parce qu'aujourd'hui, c'est très important que l'on puisse se comprendre sur les dimensions patrimoniales, sans quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est la possibilité de la guerre des religions. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que l'école a un rôle fondamental avec ce fait religieux. C'est un mot qui a une histoire aussi, mais c'est très important parce qu'à la fois, on est dans une dimension d'observation, dans une dimension rationnelle, et aussi dans quelque chose qui est très partageable. La foi est quelque chose de plus difficilement partageable, mais le rapport de raison aux religions, lui, est tout à fait partageable par une formation, et c'est très important aussi, notamment pour un jeune croyant. Mais alors, dans ces cas-là, si on a une connaissance patrimoniale, on évite les destructions des œuvres d'art, par exemple. Voilà. Encore faut-il que l'école ne soit pas réduite à une animation. Voilà. Ça, c'est une autre question. Mais un jour, ce que tu dis me fait penser à une chose qui m'est arrivée. Un jour, je faisais une intervention sur la laïcité, et puis il y a un auditeur qui m'a dit « Oui, mais alors, d'après ce que vous dites, dans un musée public, on ne devrait pas exposer de tableaux religieux. » La conversion de Saint-Paul, je ne sais pas, Jésus guérissant les aveugles de Poussin. Oui. Terminé, allez. Terminé, on fait que du... Mais non, attendez... On garde d'abord ce patrimoine. Évidemment. Et deuxièmement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la laïcité, qu'est-ce qu'elle veut dire à ce moment-là? Si vous avez un conférencier public, payé par la puissance publique, qui commente l'un de ces tableaux, il n'a pas à dire aux auditeurs Jésus est un prophète, il faut y croire, etc. Enfin, sous des formes peut-être plus sophistiquées, mais... En revanche, il pourra leur faire lire les conférences de l'Académie royale de peinture de Félibien. Mais pourquoi il porte une robe jaune? Pourquoi est-ce que c'est à Capharnaüm ou à Jéricho? Bon, alors on va voir le texte. Bon, toutes ces choses-là sont passionnantes. Moi, je le faisais avec mes étudiants. Et donc, je me dis, c'est ça que ça veut dire. S'il y a un conférencier catholique, eh bien, il a tout à fait, il est licite pour lui de faire état de la foi. Il est licite en disant les croyants pensent que, tout à fait normal, avec une sorte de... Mais il aura son auditoire. C'est ça, oui. Mais si c'est un conférencier public, et j'ai dit d'autre part, le gardien du musée, là, qui est dans la salle, eh bien, il n'a pas le droit de porter de signes religieux, parce qu'il est payé par la puissance publique. Voilà un exemple très intéressant. Vous croyez, mais bon... Oui, de respiration. Mais voilà, encore faut-il que quand on travaille sur des sujets comme cela, ou sur d'autres, l'école instruise. Voilà. L'école instruise. Il n'y a rien de plus laïque que le rapport au savoir. C'est vrai. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Pour aller plus loin, 2 livres de Catherine Kinsler, Penser la laïcité aux éditions Minerve. Voilà, un livre qui a quelques années, mais qui reprend une partie des réflexions qu'on vient d'entendre. Et puis, de Jean Leclerc, vous avez co-dirigé avec Jorge Morales « Au commencement sera la raison ». Et donc, Catherine Kinsler et l'universalisme de la laïcité, c'est aux presses universitaires de Louvain. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir ce qu'est la laïcité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.